Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, nouvel échec pour le retour de la paix au Sud-Soudan. Les pourparlers se poursuivent difficilement. La formation d'un gouvernement d'union nationale a échoué ce dimanche, et ce malgré la menace de sanctions de la communauté internationale. Et puis, pas de membres de l'ex-Seleka dans le gouvernement centrafricain. Le nouveau Premier ministre Mahamat Kamoun était pourtant un proche collaborateur de Michel Diotodia, l'ancien leader des rebelles Seleka. Et enfin, retour sur la célébration de la journée mondiale de l'éléphant, une journée qui a permis de rappeler le statut précaire de l'espèce. Si le braconnage continue, le pachyderme pourrait être conduit vers l'extinction à cause de la demande croissante de l'ivoire. En Éthiopie, les pourparlers entre les deux camps qui s'affrontent au Sud-Soudan sont en cours depuis le 4 août dernier. L'accord de cessez-le-feu reste à l'ordre du jour, mais la situation reste complexe à cause de multiples revendications des différentes parties. Charles de Jouvenel. Les pourparlers bilatéraux dans le cadre d'un cessez-le-feu au Sud-Soudan vont se poursuivre ce mardi dans la capitale éthiopienne Addis Abeba, selon les déclarations du gouvernement sud-soudanais. Les négociations entre les deux parties en conflit ont repris le 4 août à Addis Abeba, mais elles se trouvent en l'état dans une impasse. De fait, les deux parties n'ont toujours pas réussi à parvenir à un accord. Il n'y a aucun moyen pour nous d'enclencher la pleine application de la cessation des hostilités si un accord n'est pas signé. C'est pourquoi nous faisons pression sur les rebelles, afin que nous signions cet accord, parce qu'il nous donnera la feuille de route pour mettre en place un cessez-le-feu. Si les représentants du gouvernement sud-soudanais ont déclaré que la signature de cet accord était à l'ordre du jour, de nombreux obstacles persistent. Ainsi, les rebelles ont exigé le retrait des forces étrangères présentes sur le territoire sud-soudanais comme condition préalable à la signature de l'accord. Si l'accord était resté fidèle à ce que les deux parties avaient convenu, nous aurions signé. Mais les rebelles sont venus avec une position différente, exigeant le retrait des forces étrangères du Sud-Soudan. Un obstacle que les deux parties devront rapidement essayer de surmonter. En effet, les affrontements entre l'armée fidèle au président Salva Kiir et les milices dirigées par l'ancien vice-président Riek Machar se poursuivent depuis décembre 2013. La communauté internationale a récemment exhorté les deux parties à parvenir à un consensus autour d'un cessez-le-feu rapidement afin de mettre fin aux souffrances des populations déplacées. Au Mozambique, en revanche, le pouvoir et l'opposition ont trouvé un accord ce lundi. Des combattants de la Renamo seront intégrés aux forces de sécurité nationales et une amnistie sera également accordée à certains. Les deux parties se sont entendues pour mettre fin au climat politique délétère, notamment à l'approche de l'élection présidentielle d'octobre, élection à laquelle le chef de la Renamo prévoit de participer. En Centrafrique, la nomination de Mahamat Kamoun n'a pas plu à l'ex-Seleka. L'ancienne rébellion a annoncé qu'elle ne participait pas au futur gouvernement. La nomination de ce musulman suscitait pourtant beaucoup d'espoir. Florencia Sampori. L'ex-rébellion Seleka conteste la nomination du nouveau chef du gouvernement. C'était l'un des enjeux après la signature de l'accord de cessez-le-feu à Brazzaville, intégrer l'ex-coalition Seleka à la transition. Mais après la désignation du musulman Mahamat Kamoun comme Premier ministre, la Seleka reste claire sur sa position. Le groupe ne participera pas au prochain gouvernement. Le bureau politique de la Seleka a pris connaissance, à travers les médias, de la nomination d'un nouveau Premier ministre. Madame Catherine Samba Panza n'a pas jugé opportun de s'enquérir de notre avis. La Seleka mérite mieux que cela. Donc, la Seleka ne participera pas au prochain gouvernement. Pour les autorités de la transition centrafricaine, cette nomination est une première depuis l'indépendance du pays et s'inscrit dans la prolongation des consultations nationales et de la communauté internationale. Et pour les analystes, elle devrait au contraire être perçue comme un signe positif en Centrafrique. Il me semble que la non-participation de Seleka augure un avenir inconfortable pour les institutions politiques en République centrafricaine. Cela veut dire que Seleka ne se sent pas engagé par l'accord de Brazzaville et par la transition politique. Ce qui peut montrer que Seleka veut encore et une fois encore faire de l'agenda politique un de ses éléments moteurs en partant de sa position à elle, la position de Seleka.
La rébellion originaire du nord du pays campe donc sur ses positions et ne considère pas ce nouveau Premier ministre comme un de ses membres. Pourtant, Mahamat Kamoun a été directeur général du Trésor pendant la présidence de François Bozizé et directeur de cabinet de Michel Djotodia, le chef de la Séléka. Dans le reste de l'actualité, assassinat du chef de la police de Tripoli en Libye. Le colonel Mohamed Al-Souissi a été tué par un groupe d'inconnus cagoulés qui ont ouvert le feu sur son véhicule. 2 hommes qui l'accompagnaient ont été enlevés dans l'attaque. Cet événement intervient alors que les affrontements meurtriers entre milices rivales pour le contrôle de l'aéroport de la capitale se poursuivent. Le virus Ebola poursuit sa propagation. La fièvre hémorragique Ebola qui sévit en Afrique de l'Ouest a franchi la barre des 1000 victimes. Un nouveau cas a été détecté au Nigeria ce lundi. Les autorités prennent leurs dispositions tout en suivant les recommandations de l'OMS. Florencia Sampori. Un nouveau cas d'infection au virus Ebola a été signalé au sud-ouest de Lagos au Nigeria, portant ainsi le nombre total d'infections à 10 dans le pays le plus peuplé d'Afrique. Le directeur général de l'OMS n'est pas pour une fermeture totale des frontières, sauf en dernier recours. C'est au gouvernement de prendre cette décision. Il ne recommande pas non plus la restriction des liaisons aériennes. Le fait est que les États ont le choix entre plusieurs options. C'est à ces États de décider s'ils veulent ou ne veulent pas fermer leurs frontières terrestres ou interrompre le trafic aérien. En ce qui nous concerne, nous gardons cette option à l'esprit. Depuis, le gouvernement nigérian a intensifié ses efforts pour retracer tous les Nigérians ayant été exposés au virus. Le président Goodluck Jonathan a d'ailleurs déclaré ce vendredi l'état d'urgence et a décidé de débloquer 11,6 millions de dollars pour lutter contre la propagation du virus Ebola dans le pays. Nous avançons progressivement. Nous connaissons le contexte sanitaire actuel et nous surveillons ceux qui, de près ou de loin, ont été exposés au virus Ebola. Depuis le mois de janvier, le virus Ebola a causé près de 1000 morts en Afrique de l'Ouest. Dans la banlieue de Nairobi, au Kenya, un orphelinat pour éléphants accueille la 3e édition de la Journée mondiale de l'éléphant célébrée le 12 août. Un contexte idéal pour sensibiliser la population quant au sort des grands animaux sauvages qui continuent en Afrique de subir les affres du braconnage. Les explications de Charles de Journel. En Afrique, les grands animaux sauvages continuent de subir le braconnage. C'est dans ce contexte que se tient, à l'orphelinat pour éléphants David Sheldrick, dans la banlieue de Nairobi, la 3e édition de la Journée mondiale de l'éléphant. Cette initiative a été créée afin de sensibiliser l'opinion publique sur le sort réservé aux pachydermes. Ainsi, sur le continent africain, environ 100 éléphants sont tués chaque jour pour le commerce illégal d'espèces sauvages. Nous perdons chaque année environ 35 000 éléphants en Afrique. À ce rythme-là, il y en aura plus dans 10 ans. Mais vous ne pouvez pas juste prendre les statistiques en considération. Les éléphants sont des individus et vivent en famille. Les braconniers visent les adultes et ceux-ci sont des animaux d'une grande longévité. Ils peuvent vivre jusqu'à 80 ans. Si nous tuons les adultes, nous tuons les connaissances tirées de l'expérience et il ne restera plus que des groupes de jeunes livrés à eux-mêmes. Un point critique a récemment été atteint. On estime désormais que le nombre d'animaux tués dépasse maintenant le taux de croissance naturelle de l'éléphant. En janvier dernier, un tribunal kényan a condamné un homme d'affaires chinois pour contrebande d'ivoire. Un jugement rendu possible par une récente loi anti-braconnage. Un cas de figure qui en appelle d'autres. Nous devons faire des efforts tous ensemble pour mettre fin au braconnage, car le tribut payé est trop important. Actuellement en Afrique, un éléphant meurt toutes les 15 minutes, ce qui nous permet d'anticiper le fait que bientôt il n'y en aura plus. Je crois que dans 10, peut-être 15 ans maximum, il n'y en aura plus si le rythme actuel est maintenu. En 1979, le nombre d'éléphants en Afrique était estimé à 1,3 million. 10 ans plus tard, il n'était déjà plus que 600 000. Une interdiction internationale avait alors ralenti temporairement le braconnage, mais le nombre de pachydermes présents sur le continent africain continue malgré tout de baisser chaque année. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.